Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Depuis le début de la semaine, nous nous sommes laissés transporter par cette série Chroniques de Kyoto, conçue et préparée par Corinne Atlan, romancière, essayiste et traductrice du japonais. Les 4 précédents épisodes nous ont ouvert les univers du Monkoya, de l'ikebana et des haïkus. Nous terminerons en beauté aujourd'hui par les jardins japonais et l'eau, bien sûr. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des jardins japonais et des jardins de Kyoto. Il y en a de toutes sortes. Il y a des jardins paysagers, qui sont parfois des parcs, avec toute une diversité d'espèces, parfois assez proches des espèces que nous connaissons en France ou en Occident. Il y a des jardins un peu plus petits, avec à l'arrière-plan le paysage naturel, les montagnes, les collines par exemple, qui entourent la ville et qui semblent dans le prolongement du jardin comme s'ils en faisaient partie. Il y a aussi des jardins plus dépouillés où se mêlent la nature, des espèces d'arbres, mais aussi du sable, de la pierre, de la mousse. Il y a des jardins composés presque uniquement de mousse, avec un peu d'eau aussi, un petit étang, comme le célèbre jardin des mousses à Kyoto. Et enfin, il y a des jardins où tout devient symbolique, des jardins extrêmement dépouillés, où il n'y a plus d'espèces végétales, des jardins de pierre et de sable qui symbolisent les grands principes du bouddhisme et qui invitent à la méditation. Les fameux jardins zen. Je vais vous lire un petit passage de mon livre Un automne à Kyoto, où je parle d'un merveilleux jardin que j'aime beaucoup, le jardin du temple Rengeji, le temple de la fleur de lotus. C'est l'écrivain Keiichiro Hirano, que j'aime beaucoup également et dont j'ai traduit un certain nombre de livres en français, comme par exemple Compléter les Blancs chez Actes Sud. C'est lui donc qui m'avait recommandé ce lieu un peu secret. Je commence ma lecture. Le jardin se contemple depuis une petite salle oblongue couverte de tatamis. Sur les eaux de l'étang, rougies par le reflet des érables, on remarque d'abord un pont de pierre grise et une barque de granit. Puis au fond, sur l'autre rive, un rocher dressé, le Bouddha qui nous attend dans son paradis. Un haïku de Koda Rohan, un auteur de la fin du XIXe siècle, me vient à l'esprit. Au clair de lune, je laisse ma barque pour entrer dans le ciel. On croirait une peinture japonaise, quelques traits pâles d'encre de Chine émergeant à l'horizontale d'un paysage brumeux. Une barque vient d'accoster. Des traits plus noirs tracent la silhouette stylisée d'un ermite debout sur la berge, baigné de lumière laiteuse. Scène à la fois réelle et allégorique. L'esprit du méditant, éclairé par l'enseignement du Bouddha, symbolisé par la lune, abandonne les limites étroites de son existence individuelle, symbole de la barque, pour entrer dans l'espace sans fin du nirvana, autrement dit le ciel. Intense poésie de ce jardin d'eau et de pierre qui invite à la rêverie tout en délivrant un message précis. Sous la peau du monde, un autre monde existe. Non pas un au-delà au sens chrétien, séparé de la réalité où nous sommes, mais un au-delà de nos perceptions ordinaires, un au-delà ancré dans le réel, en somme. Ce genre de paradoxe est après tout une spécificité japonaise. Grande puissance d'abstraction, mais attachement viscéral à la réalité. Tendance à l'onirisme,
mais précision et sens du détail extraordinairement développés. Un paradoxe apparent qui se dissout dans la nature même de la réalité. Nos vies sont faites de terre et de nuages. L'homme est debout entre le sol et le ciel. Ce principe fondamental préside à nombre d'arts japonais. Tandis que je me livre à ces réflexions, le regard fixé sur les eaux tranquilles de l'étang, je distingue sous la surface transparente une carpe blanche, au dos strié d'orange. Elle avance vite, balançant sa queue avec une élégante souplesse. Une autre, dont le rouge fait écho au feuillage au-dessus de l'étang, apparaît à son tour. Puis j'en aperçois d'autres, couleur de vase, moins perceptibles au premier abord, seulement signalées par quelques rapides remous. Si elles semblent aussi vives, c'est par contraste avec l'aspect pétrifié du jardin. Barques de pierre, ponts de pierre, Bouddha de pierre, feuillage que ne trouble pas le moindre souffle d'air. Tout, y compris la surface de l'étang, paraît figé dans une immobilité minérale. Le mouvement des carpes, écrit Keiichiro Hirano dans un texte intitulé « Impressions du Japon » que j'ai traduit et où l'on peut trouver aussi des photographies de Lucille Reboz, édité à La Martinière en 2013. Le mouvement des carpes, donc, c'est le temps dans lequel nous vivons, dont l'unité est la seconde, tandis que les arbres aux feuilles rouges, ou d'un vert touffu, ou en fleurs selon le moment, appartiennent au cours ample des saisons, en d'autres termes, à un temps qui ne se contente pas de s'écouler puis de disparaître, mais qui revient de manière cyclique. Élément indispensable qui fait le lien entre le monde de silence et de sérénité du jardin et le monde humain depuis lequel nous le contemplons, les carpes égrènent le temps. Sans elles, la perfection des jardins serait froide et inerte. Elle les relie à la vie en y introduisant un peu de désordre. Et voici donc la version originale du haïku de Koda Rohan. Au clair de lune, je laisse ma barque pour entrer dans le ciel. Meigetsuya fune o hanateba sora ni iru. Meigetsuya fune o hanateba sora ni iru. Je voudrais vous lire un autre texte qui, lui, est tiré d'un livre de François Berthier, paru aux éditions Arléa, qui s'intitule « La mystérieuse beauté des jardins japonais ». C'est un livre relativement savant, mais qui est vraiment extrêmement intéressant et que j'aime beaucoup. Je l'emporte toujours avec moi à Kyoto. Alors, le passage que je vais vous lire parle d'un jardin zen, cette fois, donc un jardin très dépouillé, qui est le prototype de tous les jardins zen. Il est extrêmement connu parce qu'il est situé non loin du non moins célèbre Pavillon d'Or. Et généralement, on va le visiter après avoir visité le Pavillon d'Or. Autant dire qu'il y a souvent beaucoup de monde, mais si vous êtes à Kyoto et que vous y allez peu de temps avant la fermeture, vous avez des chances de pouvoir l'observer dans un cadre très paisible. Alors, je commence donc la lecture de ce texte de François Berthier, un texte français, donc il n'y aura pas cette fois de lecture en japonais. En 1797, le monastère Ryoanji fut la proie des flammes et subit d'importantes transformations lors de sa reconstruction. Cependant, le jardin de pierre semble ne pas avoir trop souffert de ces péripéties. Il est même, parmi les jardins anciens, l'un de ceux qui ont le mieux conservé son aspect premier. C'est qu'il ne comporte ni eau ni plantes, lesquelles sont soumises au changement. Les arbres meurent, les sources tarissent, les étangs s'assèchent et se comblent peu à peu d'humus et de détritus. Mais lorsqu'un jardin est dépouillé de sa chair végétale et vidé de sa substance aqueuse, seules demeurent les pierres qui,
tels les os d'un squelette, défient le temps. La pierre est immuable, du moins à l'échelle humaine, et presque indestructible. Le terrain sur lequel est aménagé le jardin du Ryōan-ji est entouré d'une rigole emplie de cailloux qui assure l'écoulement des eaux pluviales. À l'ouest et au sud, l'espace est clos par une murette en terre coiffée d'un toit de tuiles. À l'est s'élève un mur blanchi à la chaux. Au nord s'étend la longue véranda de bois qui borde la demeure. Derrière le muret, un rideau de pins rouges et d'érable fait écran, coupant le jardin du monde extérieur. Mais il semble qu'à l'origine, la vue était largement dégagée sur les lointains. Et, par-dessus le sable et les pierres, le ciel, tel un immense dais aux couleurs changeantes, couronne le jardin. Pour meubler le terrain, il n'y a que 15 pierres grisâtres, de tailles diverses, disséminées sur une nappe de sable blanc. Elles sont distribuées en 5 groupes, de 2, 3 ou 5. Ajoutant une note d'un vert sourd au ton neutre du tableau, des mousses ourlent la base des pierres, telles des forêts épousant le pied de montagnes altières. Donc, ce jardin de Ryōan-ji a donné lieu à de nombreuses interprétations. Là, c'est moi qui reprends la parole. Il y a 15 pierres, mais où que vous soyez assis sur la véranda depuis laquelle on contemple le jardin, vous ne pouvez en voir que 14. C'est là le mystère de ce jardin et une invitation à la méditation et à la réflexion sur ce qu'est la réalité. Est-ce que ce que nous voyons, est-ce vraiment la réalité? C'est la question que pose ce jardin. Nous ne voyons jamais la réalité dans son ensemble. Tout ce que nous en voyons, ce sont des parties relatives en fonction de nos propres projections. Donc, le jardin du Ryōan-ji a été interprété de diverses façons. Et je redonne maintenant la parole donc à François Berthier avec un dernier extrait de La mystérieuse beauté des jardins japonais. En fin de compte, toutes ces tentatives d'interprétation, certaines plus ou moins fondées, d'autres complètement aberrantes, sont-elles bien nécessaires ? Le jardin du Ryōan-ji est avant tout une œuvre d'art, et nul ne saurait expliquer sa beauté, ni l'attrait qu'il exerce, alors même qu'il n'a rien d'attrayant a priori. Peut-être est-il préférable de ne pas connaître l'intention de son auteur, ni le thème qu'il a traité. C'est justement parce que la signification de ce jardin reste floue qu'il est si riche de sens. C'est parce qu'il est enveloppé de mystère qu'il offre à chacun une large marge de rêve. Plutôt que d'interroger en vain les 15 pierres du Ryōan-ji, mieux vaut, au terme d'une longue contemplation, prêter l'oreille afin de capter leur voix, étouffée par tant de jours et de nuits, tant de discours et de bruits. Que disent-elles en définitive ? Quel propos muet tient ce jardin ? Je ne suis que bloc de pierre sur grain de sable. Je ne suis que pesanteur et silence, inertie et densité. Nul ne saura jamais mon secret, ni même si j'en détiens un. Seul peut me pénétrer le cri strident de la cigale qui vrille au cœur de l'été. Contente-toi de goûter la beauté brute de ma chair opaque. Regarde-moi sans maudire et ne me demande rien. Tais-toi et tente, à travers mon corps hermétique, de te trouver toi-même. Lorsque François Berthier parle du cri strident des cigales, de la cigale qui vrille le cœur de l'été, il fait en fait référence à un très beau poème de Basho, que j'ai traduit avec Zénobianu dans notre anthologie Haïku, le poème bref japonais, paru chez Gallimard Poésie. Donc je vous lis donc la traduction de ce poème et ensuite le haïku original. Le cri des cigales vrille la roche. Quel silence!
Shizuka saya, iwa ni shimiru semi no koe. Un haïku de Basho, donc le grand poète japonais, né en 1644 et mort en 1694. Je vais vous lire en japonais donc le petit extrait du texte de Hirano Keiichiro que j'ai cité dans l'extrait de Un automne à Kyoto. Je le relis en français d'abord. Le mouvement des carpes, c'est le temps dans lequel nous vivons, dont l'unité est la seconde, tandis que les arbres aux feuilles rouges ou d'un vert touffu ou en fleurs, selon le moment, appartiennent au cours ample des saisons, en d'autres termes, à un temps qui ne se contente pas de s'écouler puis de disparaître, mais qui revient de manière cyclique. Koi no oyogi ni yurameku suimen wa, byō tanyin no bokutachi ga ikiteiru jikan da. その一方で紅葉しやがて葉を落とし花を咲かせまた緑を生い茂らせる木々は季節というゆったりとした時の流れに属していてしかもその時間はただ前進し過ぎ去ってしまうのではなく大きな円を描いて幾度となくこの世界に再来する。Le bruit de l'eau, un des nombreux bruits de Kyoto, une ville de canaux qui lui a valu son nom autrefois de Venise de l'Extrême-Orient. Voici un haïku sur le thème de l'eau, écrit par le poète Ozaki Hosai, qui lui-même a mené une vie pareille à celle d'une rivière qui s'écoule, se laissant aller au gré du courant, menant une vie pauvre et itinérante. Moya no naka, mizu oto ai ni ikunari. Au fond de la brume, le bruit de l'eau. Je pars à sa rencontre. Ozaki Hosai. Et oui, la vie s'écoule comme l'eau. Les sociétés passent, tout passe. C'est cette philosophie de l'éphémère développée par le Japon, aussi bien dans le bouddhisme et dans les temples qu'à travers les arts, quels qu'ils soient, de la cérémonie du thé qui consacre l'instant, qui passe lui aussi et qui donc est extrêmement précieux, et puis jusqu'à, bien sûr, les grands textes de la littérature, tel un texte célèbre de Kamo no Chome, les notes de ma cabane de moine. Je vais vous en lire un extrait, mais tout d'abord, je voulais vous parler d'un texte que j'ai écrit pour le recueil marquant les 10 ans de la collection L'âme des peuples des éditions Nevikata. C'est un recueil qui s'appelle Oser le monde, ces lieux qui nous transforment, paru donc en mars 2024, et j'y ai participé avec un texte justement sur Kyoto dont je vous lis un petit extrait. Vous verrez que le texte de Kamo no Chome dont je viens de vous parler en fait partie. Kyoto vit dans une bulle où les prises de conscience sont tardives et où règne un certain fatalisme. La culture classique, le thé, l'art des fleurs et des jardins, transmise au fil des siècles, continue à se perpétuer au sein d'une petite élite. Mais jusqu'à quand ? Les temples zen, réputés pour leur beauté, dont beaucoup sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, font face à une cruelle absence de vocation et ne comptent souvent plus qu'une poignée de moines âgés. La sérénité de cette ville est-elle authentiquement spirituelle ou s'agit-il d'une simple indifférence, d'un endormissement dans un esthétisme coupé de la réalité ? Tout à ce questionnement, je regagne mon quartier et son temple entouré d'érables foisonnants, resté miraculeusement à l'abri du tourisme de masse, avec son long toit de tuiles et sa pagode à 5 étages.
Assise sur un banc, je savoure le silence palpable, seulement troublé par quelques cris d'oiseaux, bruissements d'air ou rares crissements de pas sur le gravier. Soudain, un homme en vêtements de sport, casquette de baseball sur la tête, entonne d'une belle voix grave un monologue chanté. Plongé dans son livret de théâtre No, il ne se soucie pas plus de ma présence que de celle d'une habitante du quartier venue promener son chien, qui repart après avoir joint les mains devant le temple. Un moment de grâce, hors du temps, comme on en vit quotidiennement ici. Le soir venu, je regagne ma maison au pied des montagnes de l'Est, en longeant l'ancien chemin de la philosophie désert, son canal et ses bosquets sombres, seulement éclairés par la lune. Existe-t-il une autre ville au monde où nature et urbanisme, passé et présent, se mêlent avec autant d'harmonie et où l'on se sente aussi en sécurité, jusque tard dans la nuit noire? Kamo no Chome illustrait ainsi, dès l'an 1212, la notion d'impermanence bouddhique. La même rivière, écrivait-il, la même rivière coule sans arrêt, mais ce n'est jamais la même eau. Dans la belle capitale, les maisons des nobles et des pauvres se succèdent dans un alignement de tuiles. Elles semblent durer des générations entières. En est-il vraiment ainsi ? Non. De fait, il y en a bien peu qui soient encore ce qu'elles étaient autrefois. Ici, c'est une maison détruite l'an dernier et reconstruite cette année. Là, une luxueuse demeure ruinée, devenue une maisonnette. Il en va de même pour les gens qui les habitent. Les uns meurent un matin, qui sont remplacés le soir par de nouvelles naissances, exactement comme l'écume qui paraît et disparaît sur l'eau. 北条記鴨の町名。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。よどみに浮かぶ歌方は、かつ消えかつ結びて、久しくとどまることなし。世の中にある人と住みかと、また核のごとし。玉敷の都の中に胸を並べ、いらかを争える。高き卑しき人の住まいは、世々を経て尽きせぬものなれど、これをまことかと尋ねれば、昔ありし家はまれなり。あるいはこぞ破れて今年は作り、あるいは大火滅びて消化となる。住む人もこれに同じ。ところも変わらず、人も多かれど、いにしえに見し人は2、30人がうちに、わずかに1人2人になり。明日に死し、夕べに生まれるならい。ただ水の泡にぞ似たりける。Après tout, les conceptions japonaises du temps et du patrimoine ne sont pas celles de l'Occident. Alors gageons que, quels que soient les changements encore à venir, Kyoto sera toujours Kyoto. Cette série Chroniques de Kyoto a été conçue et préparée par Corinne Atlan, romancière, essayiste et traductrice du japonais que vous venez d'entendre. Les références de ces œuvres sont détaillées dans les listes de présentation de ce podcast, ainsi que les références de tous les autres extraits entendus dans chaque épisode. Vous pouvez réécouter cette série de notre podcast Chroniques de Kyoto à votre guise. Et je ne doute pas que, comme moi, vous avez sous les yeux la liste de tous les livres cités pour les lire dans les semaines et les mois qui viennent. Dans 15 jours, nous vous proposerons une nouvelle série, toujours autour d'un auteur, d'un traducteur ou d'une thématique. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.